Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand on aime Napoléon, on n'aime pas forcément l'année 1812. L'empereur se trouve à Moscou, vous savez, c'est une fierté pour lui d'avoir conquis le Kremlin, mais en vérité, il n'a rien conquis du tout. Le tsar a fui et la ville est en feu, Moscou fumant. Depuis Paris, on a célébré les victoires de Napoléon avec des tédéums qui ont été chantés à travers toute la France, mais la vérité, c'est que ce qu'on apprend en provenance de Moscou n'est pas très enthousiasmant. Il faut du temps de toute façon parce que les distances sont immenses. 15 jours pour que les nouvelles arrivent de Moscou à Paris, ça fait un immense décalage. Ça vaut aussi dans l'autre sens, bien entendu. Vers la fin du mois d'octobre 1812, tout le petit monde de l'Empire à Paris sait que l'avenir de la Grande Armée est très compromis. Les journaux, qui sont évidemment totalement sous contrôle gouvernemental, peinent à cacher l'absence de bonnes nouvelles. Et dans la capitale, certains se disent qu'on pourrait peut-être profiter de l'éloignement de Napoléon pour essayer de mettre en place un certain nombre de réformes et pourquoi pas même pour réaliser les plans qu'il rêve de fomenter depuis des années. Et parmi tous ceux qui y réfléchissent, et y réfléchissent sérieusement, un certain Claude François Mallet. Pas facile de définir cette personnalité un peu complexe. C'est un cinquantenaire, il a 54 ans, Mallet. Est-ce qu'il est déraisonnable ? Oui, sans aucun doute. Farfelu ? Oh oui, un peu timbré, diraient même ceux qui le connaissent bien. Mais alors avec une imagination débordante et une confiance en lui qui ne l'est pas moins. Mallet a eu une assez belle carrière d'officier sous la Révolution. Il a fini par être général. Bien qu'originaire d'une famille de la noblesse franc-comtoise, il est un républicain pur sucre. Seulement, il n'a pas aimé l'ascension de ce jeune général, ce Bonaparte-là, qui lui a paru griller toutes les étapes. Le général Mallet est un des opposants à celui qui, après avoir été premier consul, a fini par se faire nommer empereur, proclamé empereur des Français. Alors, Mallet a essayé quand même de se faire élire au corps législatif au début de l'Empire, comme quoi il y a des ralliements qui sont toujours possibles, n'est-ce pas ? Mais quand on perd les élections, là, les choses sont différentes. De cet échec, lui vient probablement la frustration qui l'a conduit à franchir le pas et à basculer dans l'irrationnel. D'ailleurs, il a été à plusieurs reprises interné à Sainte-Pélagie, où on met les gens dont le mental vacille. Le général Mallet essaie par tous les moyens de renverser Napoléon. Mais enfin, quand on est dans une espèce d'hospice tout seul, sans moyens, sans contact et sans soutien, en 1812, ça fait 2 ans qu'il est en maison médicale. Au ministère de l'Intérieur, on ne le considère pas comme très dangereux. Il n'est pas vraiment surveillé. On pense qu'il est assez inoffensif. En vérité, est-ce que le général Mallet est aussi inoffensif qu'il en a l'air ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Depuis cette maison de santé surveillée, Mallet va organiser son plan, et son plan, il l'organise avec ses voisins de chambrée. Alors voilà comment les choses doivent s'organiser. Il faut répandre d'abord l'information de la mort de l'empereur en Russie. Il faut répandre ça dans tout Paris le plus vite possible et profiter de l'état de sidération pour prendre le pouvoir, arrêter les ministres, arrêter le préfet de la Seine, prendre le contrôle de la capitale, nommer un nouveau gouvernement qui serait composé d'opposants à l'Empire, bien sûr. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1812, Mallet arrive à faire le mur, il fuit la maison médicale, il a revêtu son bel uniforme de général, il a dans sa serviette un faux décret, un Senatus Consulte qui annonce la mort de Napoléon, document qui aurait été, alors c'est ce qu'il prétend, ce document aurait été voté par le Sénat dans la nuit et proclamerait 18 articles pour nommer un nouveau gouvernement dont le président serait le général Moreau, opposant à Napoléon, qui depuis longtemps a quitté les lieux. Je vous cite les premières lignes du Senatus Consulte. Le Sénat, réuni extraordinairement, s'est fait donner lecture du message qui lui annonce la mort de l'empereur Napoléon, qui a eu lieu sous les murs de Moscou le 7 de ce mois.
Le Sénat, après avoir mûrement délibéré sur un événement aussi inattendu, a nommé une commission pour aviser séance tenante aux moyens de sauver la patrie des dangers imminents qui la menacent. Après avoir entendu le rapporteur de la commission, article 1er. Le gouvernement impérial n'ayant pas rempli l'espoir de ceux qui en attendaient la paix et le bonheur des Français, ce gouvernement et ses institutions sont abolis. Article 2. Ceux des grands dignitaires civils et militaires qui voudraient user de leur pouvoir ou de leur titre pour entraver la régénération publique sont mis hors la loi. Et tout en bas du document, qui est tout sur le même mot, vous voyez un peu le... Non mais c'est complètement dément en fait, c'est l'œuvre de quelqu'un qui est complètement... qui est à moitié fou. À la fin, vous avez signé Mallet, général de division commandant en chef de la force armée de Paris et des troupes de la première division militaire. Fou peut-être pas tant que ça finalement, c'est-à-dire qu'en l'occurrence il connaît bien l'administration et notamment l'administration militaire. Mallet est un homme des institutions et il va profiter, il va faire sa révolte de l'intérieur si je puis dire. Avant de côtoyer les asiles et les maisons de santé, qu'est-ce que vous voulez ? Il a beaucoup fréquenté les préfectures. Il connaît les rouages de l'administration, il sait comment ça marche. Et dans un premier temps, il se présente avec son grand uniforme, qui était dans la naphtaline jusque-là, à la caserne de la garde nationale Popincourt. C'est intéressant d'ailleurs qu'il s'adresse à un régiment de garde nationale, c'est-à-dire que c'est une milice publique, évidemment. Il va au plus facile, là où il sera le plus facilement crédible. Et il est introduit auprès du commandant de la 10e cohorte, il lui fait part des dernières nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez, mon brave, enfin vous n'êtes pas au courant ? Napoléon est mort maintenant, l'empereur est mort à Moscou, et il y a un nouveau gouvernement. L'autre, il s'appelle le commandant Soulier, il est complètement stupéfait, il sait même plus où donner de la tête. Et face à lui, il a ce général-là qui présente très bien, en grand uniforme, qui a l'air extrêmement sérieux. Qu'est-ce que vous voulez ? Soulier respecte la hiérarchie, il accepte le senatus consulte, et il place ses compagnies aux ordres de Mallet. Et voilà ce qu'il fallait à notre évadé d'asile, si je puis dire. C'est des troupes en bonne et due forme. Il est 6 heures du matin. Mallet, désormais, est suivi par 5 compagnies militaires. Il va pouvoir répandre dans la capitale la nouvelle de la mort de l'empereur, avec tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Le but de Mallet, vous l'avez compris, c'est, oui, de prendre le contrôle de Paris. C'est maintenant le jour qui se lève sur cette journée absolument historique du 23 octobre 1812. Le général Mallet, qui a donc maintenant ses 5 compagnies militaires, là, se dirige vers la prison de la Force, prison d'État, qui est un petit peu la Bastille moderne, si vous voulez. Son intention, c'est de faire libérer 2 personnages qui sont sous les verrous, mais qui pourraient devenir des complices utiles, les généraux Lahorie et Guidal. 2 vieilles connaissances de Mallet qui sont en prison pour n'avoir jamais caché leurs sentiments anti-napoléoniens. Vous avez peut-être entendu parler du général Lahorie parce que c'était tout simplement le beau-père de Victor Hugo, le second époux de sa mère. En tout cas, son compagnon. Le commandant de la prison se fait un petit peu tirer l'oreille, bien entendu, mais c'est d'abord et avant tout un courtisan, il obéit aux ordres de Mallet, parce qu'après tout, il y a ce document, et que Mallet s'est présenté comme général de division, commandant en chef, la force armée de Paris. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il obéit, et voilà libéré Lahorie et Guidal. Mallet leur tient le même discours qu'aux autres. Il leur dit, Napoléon est mort, il y a un nouveau gouvernement qui ordonne l'arrestation de tous les dignitaires de l'Empire, ce qui veut dire que les 2 généraux qui rejoignent Mallet sont en train de participer à une conspiration sans savoir ce qui se passe. Eux font partie de ceux qui croient que Napoléon est mort. Il y a un 3e homme que Mallet fait libérer, c'est un poète corse, un petit agitateur politique que Mallet a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. C'est un brave petit bonhomme qui s'appelle Boccacciampe. Et ce Boccacciampe, c'est un peu ébobie, on pourrait s'en servir à la limite pour serrer des affaires ou pour aller faire une course dans Paris. Non, il est nommé préfet de la Seine. Ah oui, carrément. Alors la troupe se divise en 3 à la sortie de la prison de la Force. Lahorie et Guidal ont pour ordre d'aller arrêter le ministre de la Police, qui n'est autre que Savary en personne. Et puis, il faut dire que les 2 généraux en question, ils ont une certaine haine pour Savary, puisque c'est lui qui avait ordonné leur emprisonnement. Quant au petit poète, Boccacciampe, il se dirige vers la préfecture de la Seine. Alors lui, il comprend rien du tout à ce qui se passe. Il voit s'enchaîner autour de lui les événements.
On lui a dit qu'il fallait qu'il remplace le préfet, alors il se présente à la préfecture. Bon, de son côté, Mallet dirige ses pas vers le domicile privé du général Hulin. Très important le général Hulin parce que c'est lui qui commande la place de Paris et la première division. Entre nous soit dit, c'est le poste que Mallet s'est attribué lui-même dans le faux Senatus Consulte. Il fait à peine jour, le soleil est en train de se lever quand Lahorie et Guidal arrivent au ministère de la police. Savary est en robe de chambre, il reçoit les deux généraux, il est complètement sidéré, le ministre de la police. Dans un premier temps, il ne les reconnaît même pas. Et quand ils lui tendent le Senatus Consulte, Savary comprend bien que c'est une conspiration. Il sort en courant de son bureau, seulement il y a les militaires qui sont là, les soldats, qui arrêtent cet homme en robe de chambre. Ils ne réalisent même pas que c'est le ministre de la police, la vérité. Lahorie et Guidal ordonnent qu'on arrête cet homme et on envoie Savary à la prison de la Force, c'est-à-dire la prison dans laquelle eux-mêmes se trouvaient le matin précédent. À partir de ce moment-là, Lahorie se dirige vers la préfecture de police. Il envoie d'ailleurs Pasquier à la prison de la Force. Et Guidal, de son côté, a arrêté le chef de la police secrète, un personnage absolument essentiel, c'est Pierre-Marie Desmarais, vous savez. Bref, tous ces hommes se retrouvent maintenant sous les verrous. Et ils ne savent même pas de quoi il est question, vraiment. Il y en a qui peuvent se demander sincèrement si, après tout, cette histoire de mort de Napoléon ne serait pas vraie. Au même moment, Napoléon, qui est en pleine retraite de Russie, est totalement aux antipodes de toute cette histoire. Il est bien loin de s'imaginer ce qui est en train de se tramer dans sa capitale. Le préfet de police, le ministre de la police, le chef de la police secrète, tout ce monde-là arrêté par un fou et échappé d'un asile quand même. Bon. Et c'est pas terminé parce que il y a le fameux Beauchamp, là, le poète corse, qui donc est arrivé à la préfecture de la Seine. Et alors le préfet, c'est Nicolas Frochot, dont vous connaissez peut-être le nom parce qu'il a donné son nom à une rue de Paris, et qui voit débarquer un certain nombre de militaires avec à leur tête cette espèce de petit poète corse là, qui a l'air un peu fêlé quand même, faut bien le dire. Et Frochot analyse les papiers qu'on lui tend, il voit que le sceau est bien le sceau conforme du Sénat, et ça va vous paraître inouï, mais il laisse sa place au petit poète corse, là. Il croit qu'effectivement Napoléon est mort et que le régime est en train de vaciller. Il rentre chez lui, Frochot, et maintenant c'est Beauchamp qui met son bel uniforme de préfet qui s'installe au bureau. Mais tout ça est invraisemblable, Il regarde autour de lui, le poète, là, les beaux plafonds, les stucs dorés, les tableaux. Il ne sait pas encore vraiment ce qu'il a à faire, mais pendant ce temps, Mallet est en train donc de se diriger vers la place Vendôme, domicile du général Hulin. Ah, alors là, c'est nettement plus délicat, bien entendu. Voici ce que nous raconte Thierry Lenz, que j'ai toujours un grand bonheur de citer dans son ouvrage sur la conspiration du général Mallet. Mallet sait depuis le début que c'est ici que tout se jouera, nous dit Thierry Lenz, y compris en faisant couler le sang. De toute façon, la machine est tellement lancée qu'il est devenu impossible de l'arrêter. Il lui faudra d'abord neutraliser, probablement par la force, le gouverneur de Paris, un colosse rigoureux jusqu'à la brutalité, nommé à ce poste parce qu'il est un fidèle de l'Empire, que les scrupules n'étouffent pas. Se rendre maître d'un tel homme ne va pas de soi. Mallet est en train de positionner ses troupes sur la place Vendôme. Il demande donc à être reçu par le fameux général Hulin. Il est entré au 13 place Vendôme, dans l'hôtel particulier qu'occupe le général. Là, cette fois, c'est l'épreuve de vérité. Est-ce que Hulin va ou non marcher dans la combine ? Mallet veut donc s'entretenir avec Hulin qui est en train de se raser à ce moment-là. Je cite Thierry Lenz de nouveau. Surpris alors qu'il est occupé à sa toilette, Hulin ordonne à son valet d'introduire les visiteurs dans sa chambre. Croyant l'abasourdir de surprise, Mallet lui annonce fermement les dernières nouvelles. « Général, l'empereur est mort. Le Sénat assemblé vient d'abolir le gouvernement impérial et je suis chargé d'une mission qui m'est pénible. Vous êtes destitué, arrêté. Je vous remplace. Rendez-moi votre épée. » C'est alors qu'un acteur inattendu contribue à faire monter la tension. Ayant saisi les propos qui s'échangent dans la chambre de son mari, Madame Hulin opine en effet de la pièce d'à côté que s'il en est ainsi, il doit bien y avoir des ordres écrits. Mallet l'admet sans peine et propose de les produire, mais dans le cabinet du gouverneur. Hulin acquiesce, invite le général et le capitaine qui l'accompagnent à passer dans cette pièce attenante à sa chambre.
Une fois la porte refermée, mettant la main dans sa poche, comme s'il cherchait ses papiers, Mallet en sort un pistolet et crie « Eh bien, mes ordres, les voici !» Puis, sans attendre la réaction de son interlocuteur, il fait usage de son arme. Atteint à la mâchoire, Hulin s'effondre dans une mare de sang. Alors là, vous vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi est-ce que Mallet a tiré ?» En entendant le coup de feu, tous les militaires qui se trouvent autour se précipitent, évidemment. Et qui est arrêté dans l'affaire ? C'est Mallet, bien sûr. Un médecin arrive rapidement pour soigner le pauvre général Hulin, qui va pas parvenir on n'arrive pas à ôter la balle que le général a prise dans la mâchoire. Hein. D'ailleurs, il vivra encore longtemps, ce général Hulin, et il en gardera un surnom dans l'histoire, le général bouffe la balle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sauf que Mallet est arrêté maintenant. Et alors là, tout s'effondre très vite. L'archichancelier de l'Empire, Cambacérès, est prévenu. Il envoie des émissaires dans tout Paris pour prévenir que c'est une conspiration, tout ça, qu'il ne faut pas écouter tout ce qui s'est dit. Les généraux Lahorie et Guidal vont se rendre. Et par la même occasion, ils découvrent qu'ils ont été dupés, que bien sûr que Napoléon n'est pas mort. Quant au poète corse, là, Boccacciamp, eh bien, qui depuis plusieurs heures occupe quand même le bureau du préfet de la Seine. Hein. On le cueille sans aucune difficulté. Bref, tout ça s'effondre aussi vite que c'était monté. Mais tout de même, extraordinaire d'imaginer que aussi facilement un régime qu'on croyait si bien installé a pu s'effondrer de cette manière. Alors il va y avoir un grand procès, bien sûr. Le juge veut être ferme, ne pas faire preuve de faiblesse. Mallet et 10 autres complices sont condamnés à mort, fusillés le 29 octobre 1812 dans la plaine de Grenelle. Mallet avait crié à la foule au moment d'être fusillé « Je tombe, mais je ne suis pas le dernier des Romains !» Bon, en attendant, l'affaire a surtout été ridicule pour tous ces hauts fonctionnaires, préfet de police, vous imaginez, ministre de la police, chef de la police secrète, tous ces gens-là qui se sont laissés complètement avoir. Napoléon va entrer, lorsqu'il revient à Paris, dans une colère noire. Il est absolument furieux de toute cette histoire. Et surtout, il ne comprend pas que dans l'ordre normal de sa succession, personne n'est songé à son fils. Et oui, le roi de Rome n'était pas encore entré tout à fait dans toutes les consciences. « Oh, on n'y songe jamais à ce diable de roi de Rome », dira Cambacérès. Vous écoutez Radio Classique.